Invité il y a un an, oui, on parle toujours de ce Premier ministre Bernard Gomou. Il y a un an, jour pour jour, qu'il faisait son entrée officielle dans l'antre de la primature après une période d'intérimaire visiblement effectuée avec maestria. Venu incognito au devant de la scène, il s'est attelé à une curielle des chantiers tels que celui du cadre de dialogue inclusif, bien sûr. À date, peut-on affirmer sans équivoque qu'il est en train de nous rendre une copie digeste? C'est la question que nous allons poser à Sékou Koundouno. Il est responsable de la stratégie et planification du FNDC, acteur de la société civile. Bonjour et bonne arrivée, Sékou Koundouno. Et bonjour Madjou, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bien, on parlera de cette sortie du PM et puis on parlera de l'actualité sociopolitique CAPSA. Voilà, alors Koundouno, avant de parler des 1 an du Premier ministre, j'estime que vous avez également suivi la sortie du Premier ministre Gomou chez nos confrères de TV5 Monde. Quel est votre regard global sur la communication tenue par le PM? Et écoutez, comme vous savez, à notre niveau, nous avons une longueur d'avance sur beaucoup d'observateurs de la scène politique, parce que plus souvent nous avons accès aux bulletins de renseignement et nous savons ce qui se passe dans notre pays la semaine prochaine ou les mois qui suivent. Ces genres d'actualité, je vous parle en toute honnêteté, je les suis rarement parce que c'est du non-sens pour moi, dans la mesure que le contenu de ce qui doit être dit est déjà connu par l'opinion. Bien, allez-y, oui, Kapsa, la question, je ne sais pas si vous avez répondu. Alors, comment avez-vous perçu cette communication alors sur TV5? Écoutez, c'était une communication déjà rodée et connue de tous. Comme vous le savez, ils ont demandé leur rançon à hauteur de 600 millions de dollars, qui avoisine les 6 000 milliards de francs guinéens. Et comme vous le savez, dans la sous-région, c'est une première et la Guinée n'a jamais organisé une élection avec de tels montants. Et vous savez tous que les 10 activités qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel font l'objet de contestation au niveau des forces vives. Et vous savez que les deux principales activités qui concernent le RAVEC et le RGPH sont des activités pour un État qui se veut un État sérieux, un État normal. On ne peut les exécuter que dans une période de 3, 4 à 5 ans. Vous ne verrez aucun expert des Nations Unies, de l'OIF, de la CEDEAO qui pourrait vous convaincre que ces activités peuvent se réaliser dans moins de 24 mois. C'est de l'utopie. Et comme les Guinéens, comme Alpha Condé aime souvent le dire, que tant que le mensonge est gros, qu'on le croit facilement, donc on laisse un peu les gens eux-mêmes être confrontés à la réalité. Mais c'est du gros n'importe quoi, en toute honnêteté. Allez, Félix Milimono. Alors, on va donc revenir sur la gestion du Premier ministre. Madjou le disait tout à l'heure. C'est quand même, je crois, 1 année que Dr Bernard Gomou est à la tête du gouvernement de la transition. Aujourd'hui, vous qui êtes acteur de la société civile, quel est le regard que vous portez de la gestion du Premier ministre, de ces 1 année de gestion à la tête de notre pays, à la tête du gouvernement bien entendu? Oui, mon cher, vous savez, et qui parle de transition parle de retour à l'ordre constitutionnel. Et qui parle de retour à l'ordre constitutionnel parle d'un dialogue national inclusif avec l'ensemble des partenaires et des acteurs sociaux, mais aussi de la communauté internationale. Et si nous prenons sur le plan politique, je n'ai pas à vous apprendre qu'aujourd'hui, qu'on assiste à un déficit de confiance entre la junte militaire et l'institution sous-régionale qui est censée être le creuset ou la porte de rentrée de la communauté internationale. Je parle ici de la CEDEAO. Et même quand vous écoutez le Premier ministre dans son exposé argumentaire justifiant le gap à gagner par le fait que cette institution sous-régionale s'est engagée à faciliter la mobilisation des ressources, il faut se poser une question, quel est à date le rapport entre la junte militaire et cette institution sous-régionale? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller vous chercher de l'argent dans la mesure que quand l'intéressé vous demande d'instaurer un climat de dialogue, un climat de confiance, que quand l'institution vous demande de vous concentrer beaucoup plus sur des activités pratiques de retour à l'ordre constitutionnel, que vous sortez votre Premier ministre ou votre ministre de porte-parole du gouvernement pour lancer des pics ou pour faire la morale à cette institution sous-régionale. Donc aujourd'hui, sur le plan politique, nous sommes confrontés à un déficit de confiance entre la junte et la CEDEAO, mais aussi il y a toute une rupture, il y a une rupture du moins du dialogue entre la junte et les véritables forces vives du pays. On ne peut pas aujourd'hui parler d'une transition paisible, d'une transition de confiance, d'une transition aussi crédible dans les véritables forces politiques et sociales du pays. Aujourd'hui, on ne peut pas dessiner la Guinée donc comme ça, et Madjou et tout autres là-bas dans le studio, nous rêvons, et ceux qui nous écoutent,
le RPG, sans l'UFDG, sans l'UFR, sans le FNDC, sans le modèle et tant d'autres. C'est pas possible, quoi. En fait, nous avons des réalités d'ordre sociologique, des réalités d'ordre culturel. On ne peut pas les faire fi, on ne peut pas inventer, on ne peut pas sortir de nulle part pour dire on ne veut plus voir ça. C'est pas du tout possible. Allez, c'est pas du tout possible. Alors, Koundouno, c'est vrai que souvent en écoutant le PM Bernard Goumou, il vous appelle à revenir autour de la table, discuter tout le temps dans ses communications. Alors, où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça coince? Pourquoi vous ne revenez pas? Ou bien il n'y a pas de garantie? Où est-ce que ça bloque? Bref. Écoutez, nous sommes revenus plusieurs fois, cher Majdo, sur ces questions-là. Je veux que cette interview, qu'on se concentre beaucoup plus sur... C'est important de rappeler parce que même hier, dans son interview, il demandait aux acteurs politiques de revenir. Ça revient toujours parce que c'est un point qui est très important aujourd'hui. Écoutez, je disais à l'entame à Kams que nous avons une chance, c'est d'avoir une petite longueur d'avance sur les autres. Nous savons que le CNRD est un parti politique. Nous savons que Mamadi Doumbouya a l'intention, la prétention de se présenter candidat. Nous savons que face à de telles réalités qui n'ont pas au fait le courage de discuter avec les véritables acteurs, nous savons que face à de telles situations que la seule orientation qui les arrange et qui les favorise, c'est de mettre de côté ou d'harceler à travers des poursuites judiciaires tout acteur social ou politique qui pourrait être un obstacle pour eux. Donc nous avons déjà les réponses à nos interrogations. Nous demandons que nous voulons un dialogue, mais qui soit présidé par la communauté internationale, parce que nous ne faisons pas confiance à la gente. Nous estimons qu'en Guinée, il n'y a pas d'acteurs suffisamment sérieux, suffisamment responsables qui puissent tenir et présider un dialogue et tenir tête aux forces vives et tenir tête à la gente. Donc nous on n'essaie pas de se leurrer ou de se tromper nous-mêmes. Nous savons ce que nous voulons. C'est pourquoi nous restons sur nos positions initiales. Et toujours sur le bilan, cher Théophile, nous avons l'interdiction des manifestations. Nous savons les raisons pour lesquelles le coup d'État a été perpétré le 5 septembre 2021. On nous a promis que personne n'allait mourir au fait, pour avoir manifesté. Nous sommes aujourd'hui à une vingtaine de jeunes gens qui ont été froidement abattus par des forces de défense et de sécurité. C'était des accusations. Allez-y. Allez-y. Nous avons des harcèlements et des poursuites. Nous avons des harcèlements et des poursuites judiciaires contre les acteurs sociaux et politiques. Nous avons l'instrumentalisation à outrance de la justice, dans le dernier cas, et c'est l'affaire de Dame Asma du côté de l'abbé. Nous avons la création et le financement des mouvements de soutien tant à Kindia, à Koya qu'au niveau de Kamsa. Nous avons la fixation du gouvernement et du CNRD sur des actions de développement que des actions de retour à l'ordre constitutionnel. Mais aussi, nous avons la normalisation même de l'injustice dans notre pays. Les gens sont interdits de sortir du pays sans aucune base légale. Les gens sont poursuivis parce qu'ils tiennent des discours hostiles et des discours contraires à la volonté de la gente. Je ne m'attarderai même pas sur le plan social avec la détérioration du pouvoir d'achat, le chômage et la précarité des jeunes et des femmes, mais aussi la dépendance des jeunes aux membres du CNRD et du gouvernement, l'accès au logement, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité laisse à désirer. Si nous prenons sur le plan économique, la corruption, elle est endémique. L'enrichissement illicite de la classe dirigeante ne fait l'objet d'aucun doute, mais nous assistons aussi à un environnement économique teinté de clientélisme, de favoritisme et de népotisme. Allez, oui, Félix, dans la même lancée. Dans la même lancée, mon cher Koundouno, en parlant justement de dialogue, je me rappelle à la venue de Dr Bernard Goumou à la tête du gouvernement, il avait entamé quand même beaucoup de procédures, notamment la rencontre des acteurs qui ne sont pas forcément d'accord avec l'idéologie du CNRD. On a vu Dr Bernard Goumou dans les sièges, non seulement des QG des partis politiques, mais même avec quelques acteurs de la société civile, le convainquant à revenir autour de la table. Dernièrement, pas longtemps, on a tordu même la main de la justice en allant sortir, comment dirais-je, les camarades Foniquet et autres, sans procès. Tout cela pour que, comment dirais-je, les idées puissent converger, afin que les acteurs puissent revenir autour de la table. Est-ce que pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Est-ce que c'est vous, finalement, qui regardez d'un autre œil la transition, le problème, ou est-ce que c'est vraiment le CNRD? Bien, je rappelle qu'il y a eu procès juste après leur libération. Oui, mais avant oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a eu après procès après. Bien.
Mon cher, c'est une belle question. Vous savez, honnêtement, même cette interview, quand notre l'animateur principal m'appelait hier, en fait, moi, j'ai du mal à parler de la Guinée maintenant. Je vous parle en toute honnêteté. J'ai du mal. Parce que je me dis, sur 15 millions, nous ne sommes pas les seuls de fois. Il faut regarder pour que tout chavire, pour que les gens comprennent que quand ça chavire, que c'est le mal, c'est pour tout le monde. Je me rappelle, en janvier 2022, je veux que vous retenez janvier 2022 parce que le divorce entre le CNRD et le FNDC s'est déclenché, c'était en août 2022. Et en janvier 2022, j'ai été mandaté par le coordinateur du FNDC, en l'occurrence le camarade Ponki Mangé, qui avait appelé le président de la transition. Et entre-temps, sa fille est tombée malade. Le président l'a rappelé pour le rencontrer. Il dit, je ne pourrais pas. Il dit, mais j'appelle mon jeune frère, j'appelle Kounou va venir, il se rapporte un message. J'ai appelé, le président m'a appelé, et je n'étais pas à côté, je l'ai rappelé. Et j'ai sollicité du président que je venais le voir pour porter un message du FNDC, mais que je ne voulais pas trouver aucun de ses conseillers sur place. Aucun de ses conseillers. Aucun collaborateur. Il dit, mais Kounou, il dit, mais vous venez des étudiants. J'ai dit, non, grand frère. J'ai dit, acceptez ça pour moi. Il dit, ok. Il dit, ce qu'on va faire, je ne vous donnerai pas l'heure. Il m'a donné une certaine heure. Le temps, il dit, viens, il te reçoit seul. Dans mon bureau, même les gardes, je les sors tous pour qu'on s'entretienne à deux. Et que tu me livres ce message. Je suis allé, et ces gardes rapprochés ont voulu rester dans la salle. Il dit non, il dit, c'est mon jeune frère, je le fais confiance. Restez derrière la porte. S'il y a un besoin, je vous ferai signe. Il dit, mais je le fais confiance. Il est allé sur son bureau. J'ai pris place. Il m'a donné son bloc-notes et le bic. J'ai noté la nature de dialogue que nous voulons. Et comment ce dialogue-là lui est profitable en termes de stabilité, de tranquillité et de renforcement de l'unité nationale. Je vous assure, peut-être il m'écoute, ou un de ses collaborateurs m'écoute, quand j'ai fini, il dit Kounou, il dit, je retiens une seule chose de vous, les acteurs du FNDC. Il dit, quand vous venez ici, vous ne parlez de personne si ce n'est pas là. Il dit, j'ai beaucoup entendu sur vous. Il dit, chaque jour, ceux qui rentrent ici, il dit, ils font tout pour vous dénigrer. Il dit, mais vous ne parlez jamais des gens. Vous ne parlez, c'est comment aider ce pays à avancer. Il dit, dis à Founiki que j'en prends bonne note et que demain, je l'appellerai en personne pour le dire que le message dont tu étais porteur, que je l'ai reçu et je le mettrai en application. La nature du dialogue, qui devait présider le dialogue, les acteurs, comment renforcer la confiance avec les acteurs politiques et comment faire en sorte que tous les Guinéens se donnent la main, comment faire en sorte que vous, les médias, vous participez à ce dialogue-là. Mon cher, on a tout fait. On a tout fait. Mais comme Théophile, certains le disent, quand Kounou quitte à 19h, il y a au moins 30 autres Guinéens qui passent, qui tiennent d'autres discours contraires au discours de Kounou. Et comme les oreilles des présidents aiment entendre ce qu'ils veulent, ils prennent ce qui les arrange pour le moment. Donc c'est pour vous dire que ce dialogue, on a été les premiers demandeurs. On a démarché pour qu'il y ait le dialogue. Mais nous ne sommes pas preneurs de toutes sortes de dialogues aussi. Si les gens veulent organiser des séminaires ou des ateliers, qu'ils fassent ça entre eux. Nous ne sommes pas concernés par ça. Allez, oui, Babila. Voilà. Koundouno, vous nous faites une révélation ce matin. Selon vous, qu'est-ce qui a servi de déclic pour faire changer d'avis le président? Est-ce que vous voulez nous faire comprendre ce matin qu'il n'est pas maître de toutes les décisions qu'il prend? Écoutez, les 3 premiers mois, on avait un Mamadi Doumbouya rassembleur, un Mamadi Doumbouya à l'écoute de toutes les sensibilités possibles. Je vous parle de janvier 2022 comme ça. Ça, c'était après l'installation du gouvernement, après l'installation du CNT. Hein? Il parlait régulièrement avec Ibrahim, avec moi, avec Ponike et autres. On est allé, mais malheureusement, mon cher, malheureusement, je vous dis, auprès des présidents, il y a les gens qui ne pensaient comment construire des... Ouais. Allô? Alors, vous êtes en direct, oui, allez-y, Koundouno, vous êtes en direct. Je disais, auprès des présidents, il y a des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt. Ils ne pensent pas à la Guinée. La Guinée, c'est pas leur préoccupation, là, mon cher ami. Bien, allez, oui. Posez-vous la question, mon cher. Alors, monsieur Koundouno. Posez-vous la question.
Oui. C'est très important. Vous rappeliez, vous faisiez des révélations tout de suite. Vous disiez qu'en janvier 2022, vous avez rencontré le colonel Mamadi Doumbouya à deux dans son bureau, où vous lui avez proposé la nature du dialogue que vous voulez, la personne qui devait présider ce dialogue-là. Est-ce que vous pouvez partager concrètement avec l'opinion aujourd'hui, c'était quoi la nature du dialogue que vous voudriez, qui devait présider ce dialogue-là et quelles étaient les propositions concrètes que vous lui avez faites? Écoutez, comme d'une part, je dirais honnêtement, c'est pas comment dire, la question elle n'est pas importante, mais vouloir ne pas la répondre, vous direz que peut-être que nous sommes à ses responsabilités. Je vous parle d'une période de janvier 2022 où il n'y avait aucune crise. Hein. Il n'y avait aucune crise. Aucune. Aucune. La plupart des acteurs sociaux et politiques étaient presque d'accord comment la transition devait aller. On est allé le voir. On dit, Monsieur le Président, faites présider un dialogue par un de vos plus proches. Le président lui-même nous a proposé un de ses conseillers qu'on appelle Lee. Il dit, c'est que je vais contacter mon conseiller Lee pour ça. Bokar Lee, le doyen Bokar Lee. En tout cas, c'est un certain Lee. C'est un certain Lee. Il dit, je dis, Monsieur le Président, posez la question de la nature de la transition que nous voulons. Les questions essentielles, les types d'élections que nous devons avoir. Quelles doivent être la contribution et la participation de chaque acteur dans ce processus pour que chacun se retrouve. Chacun se dit, si je ne joue pas ma partition, si la transition capote, il sera de ma responsabilité, mon cher ami. Je vous dis, j'ai pris note dans son bloc-notes, mon frère, sur son bureau. On ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas faire mieux que ça, quoi. Bien, allez, Emmanuel. Alors, Monsieur Koundouno, l'autre question qui vient un peu corroborer avec celle de Félix, qui parlait de toutes les démarches qui avaient été menées par le Premier ministre Dr Bernard Goumou à sa prise de fonction. Est-ce que vous ne pensez pas que il a été volontariste au tout départ, mais à côté, certaines voix ou certaines personnes tapies dans l'ombre ont empêché cet élan de ramener toutes les voix dissonantes à la table de dialogue? Ah, mais vous avez posé la question, vous l'avez répondu. Hein? On a c'est un Premier ministre très volontariste, très engagé, qui veut trouver des solutions, mais lui-même, il a été coopté. Ceux qui ont fait ces interviews tiennent les mallettes de la présidence et du gouvernement. Donc, ce n'est pas un Premier ministre complètement libre. Il suffit de suivre son interview sur TV5. Vous constaterez que ce n'est pas un Premier ministre qui exprime ses idées, mais plutôt qui est en train de lire des textes déjà conçus par le gouvernement et par la présidence. Allez, Aoulatousou. Alors, M. Koundouno, vous avez parlé tout de suite là du RAVEC et puis du recensement de la population et de l'habitation. Selon vous, il ne faut pas partir vers ce recensement-là pour un retour à l'ordre constitutionnel? Mon cher ami, je mets quiconque au défi. Quiconque. Je vous parle en tant que, au fait, acteur de la société civile, proche des institutions qui travaillent dans ce processus de RGPH et de RAVEC. Ce n'est pas moins de 5 ans. Je mets quiconque au défi. Quiconque. Bien, allez, oui, moi-même, quand on parle de RAVEC... Mais le recensement... Quand on parle de RAVEC, souvent j'éloigne mon oreille, quoi. Parce que je me dis, est-ce que les gens là, ils savent ce qu'ils disent? Oui, beaucoup estiment que c'est du RAVEC qu'on pourrait tirer, par exemple, un fichier électoral, ça pourrait contribuer. Et le recensement de la population et de l'habitation, ça peut être continuel même après la transition. Mon ami, moi je ne parle même pas du RGPH, je ne parle pas du RAVEC. Si tu veux que je t'explique, je peux t'expliquer pour que tu comprennes. Ouais. Le RAVEC, ça consiste à faire quoi? Le RAVEC consiste à enrôler toute la population, ceux qui ont l'âge et ceux qui n'ont même pas l'âge de 18 ans, à travers des extraits de naissance biométriques et autres, et en affectant un identifiant à chaque Guinéen. Chaque Guinéen aura un numéro. C'est comme un peu quand tu vis ici en France ou aux États-Unis ou en Belgique. Chaque individu a un numéro national. D'après le gouvernement guinéen, que c'est à travers cet enrôlement qui vont extraire ceux qui ont 18 ans pour en faire le fichier. La question qu'il faut se poser, mon cher ami, nous avons des contrées de la Guinée qui n'ont jamais vu un ordinateur depuis l'indépendance. En fait, nous avons... Et qui parle du RAVEC parle de la biométrie.
Nous avons des comptes de la Guinée où nos parents, nos grands-parents ne se sont jamais enrôlés biométriquement. Si on dit qu'on doit lancer un processus où on doit aller à Zo, à Zibanzou, à Ziguinzer là-bas, pour aller enrôler nos parents et nos grands aïeux, pour qu'on s'accorde que sur les 15 millions de Guinéens, il y a au moins 14 800 000 qui ont été enrôlés et qu'on naissera au moins un fichier de 6 millions à 5 millions, mon frère. C'est aujourd'hui on va finir ça. Bien, allez, on toujours dans la liste. Bien, allez-y. Non, sérieux. Ouais. Alors, vous avez suivi certainement le décret également du président de la transition sur la nomination des conseils de quartier et des chefs de district par les gouverneurs, son décret du 9 août. Qu'en est-il? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la démocratie est en train d'être pétie? Bien avant. Après, vous allez revenir, s'il vous plaît. Allez, Koundouno. Oui. Écoutez, mon ami, ce décret cache autre chose, peut-être que vous ne savez pas. Avant ce décret, il y a eu un acte qui a dissous la CENI et qui a réversé toutes les prérogatives de la CENI pour à travers une direction générale des élections. Avant cet acte aussi, comme vous le savez, la plupart des préfets, des gouverneurs de région sont des militaires. Entre-temps, on décide que les gouverneurs peuvent nommer les chefs de quartier et les présidents de CRD. L'objectif qui est recherché, mon ami, c'est d'avoir une même mise sur le maillage de la décentralisation et de la déconcentration. Qu'est-ce qui est recherché au final? C'est quand le prince voudra afficher ses véritables intentions, qu'il puisse avoir la maîtrise des tenants et des aboutissants du processus, mon cher ami. Le jeu est déjà joué depuis longtemps. Bien, allez, Emmanuel. Sur la question du RAVEC, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que ça répond naturellement à une préoccupation, celle de la crédibilisation du processus électoral, quand on sait que le fichier, il a très souvent été sujet à polémique dans notre pays? Mon ami, je vais être très sincère envers vous. Le RAVEC, en tant que tel, est une innovation qu'il faille saluer dans tous les pays. Mais c'est un processus. On ne peut pas le lier au retour à l'ordre constitutionnel. C'est un processus, mon cher ami, qui ne peut pas se faire dans la précipitation. Allons poser la question aux Sénégalais, ils ont eu combien de temps pour faire leur RAVEC? Allons poser la question aux Français, aux Belges, aux Américains, mon frère. Moi, nous pensons qu'en 2020, l'OIF, la CEDEAO et les Nations Unies avaient certifié le fichier électoral guinéen qui était de 8 millions. Après épuration, on s'est retrouvé à 5 200 000. Si nous ne croyons pas à ce fichier, on l'épure à nouveau. Si on ne le croit pas, on le met de côté. On fait un simple enrôlement des électeurs de ceux qui ont eu 18 ans pour aller aux élections. Mais si on dit de passer par le RAVEC, d'enrôler tous les Guinéens, de tous les contrées, pour tirer de ce RAVEC le fichier, mon frère, je te dis, ce n'est pas moins de 5 ans. C'est ça le dilemme, mon cher ami. C'est que Koundouno, responsable de la stratégie planification du FNDC, oui, Alphonse? Koundouno, est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit le CNRD, que ce soit vous, les acteurs opposés à la démarche du CNRD, n'êtes pas en train de vous tromper sur cette question du RAVEC? Quand on sait que le RAVEC, qui est le recensement à vocation d'état civil, a déjà commencé par le processus de numérisation des extraits de naissance et de biométrisation des identités. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement même n'est pas en train de se gourer dans la démarche RAVEC? Sauf que là, c'est pour ceux qui en ont besoin. Justement, c'est l'élargir aux autres citoyens bien. Qui est la démarche, pas de la démarrer, parce qu'elle a déjà démarré. Et vous êtes obligé de payer de l'argent. Alphonse? Allô, Alphonse est là? Il est en direct. Allez-y, Koundouno. Ok, Alphonse pose une question très intéressante, mais il a sa réponse. Alphonse, le processus, ce n'était pas de lier ça au retour à l'ordre constitutionnel. C'était de demander tout simplement à tous les Guinéens, et à tous les niveaux, que chaque Guinéen doit se munir d'un extrait de naissance biométrique. Et dire qu'on fixe l'objectif pour 2028. Vous verrez qu'avant cette date, l'ensemble de la population guinéenne s'est déjà biométrisée. Automatiquement,
Mais on ne peut pas pousser les gens à prendre d'assaut les mairies, à prendre d'assaut les communes, à prendre d'assaut les IRD pour aller s'enrôler dans l'espoir d'avoir un fichier. Est-ce que tu vois un peu où ils ratent un peu leur stratégie? Le RAVEC en tant que tel est une très bonne initiative. Donc aujourd'hui... Mais le lié, oui. Donc aujourd'hui, parce que l'un des gros problèmes dans les élections qu'on a eues en Guinée, c'est la question du fichier. Et ce RAVEC, bien que prenant du temps, pourrait régler définitivement la question du fichier à travers la biométrisation des identités. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important pour le gouvernement de passer à un processus de gratuité et à une mobilisation pour le RAVEC que de faire un recensement en vue des élections? Parce que le recensement en vue des élections, c'est un fichier contesté de part et d'autre et un fichier ouvrant la voie aux crises qu'on a déjà connues. Écoutez, Alphonse, j'ai répondu en amont à cette question. Je disais tout à l'heure que la CEDEAO, les Nations Unies, l'OIF, en 2020, avait dépêché une dizaine d'experts en Guinée pour assister la CENI. On avait en ce moment un fichier après l'enrôlement de 8 400 et quelques mille électeurs. Ils ont épuré ce fichier, ils n'ont retenu que 5 200 et quelques mille. Ils ont certifié que ce fichier n'a pas de doublon, n'a pas de triplon et que ce fichier était bon. Des hypothèses peuvent se poser à la gente. Nous estimons en tant que FNDC qu'on peut aller sur la base de ce fichier. Si le gouvernement n'est pas d'accord, ils peuvent mettre ce fichier en place, mais faire un enrôlement strictement pour le fichier. Maintenant, pour le RAVEC, ça peut être un processus à long terme pour numériser toutes nos données et avoir un fichier d'état civil et un fichier électoral qui ne fait l'objet d'aucun doute et contestation. C'est très simple, mon cher Alphonse. Et Alphonse, si vous parlez au même moment, quand on va vous poser des questions, s'il vous plaît, on va s'écouter. S'il vous plaît, quand il parle, laissez-lui, on va l'écouter, s'il vous plaît. On l'écoute en fait. Allez-y, non, c'est compliqué avec vous. Ce qu'on disait, c'était un off, Madjou, c'est important. Ce qu'on disait, c'était un off. L'invité n'entendait pas. Allez-y, Alphonse. Donc, l'autre question que je suis amené à vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, des acteurs politiques qui sont en route pour les élections seront enclins à accepter le fichier qui a conduit à des élections contestées en 2020, ayant conduit même à des morts et ayant conduit au coup d'État? Sauf que jusqu'à présent, il y a des morts. Mais tout cela, écoutez, cher Alphonse, tout cela ne peut se dire, ne peut être compris que dans un cadre de dialogue. Il n'y a pas de dialogue en ce moment-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas du tout. Donc, je pense bien que la principale préoccupation aujourd'hui, c'est comment garantir les conditions idoines d'un dialogue crédible, fécond. Allez, Emmanuel, avant de... Alphonse, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, vous ne pouvez pas parler pendant qu'il est en train de parler, alors que les micros sont ouverts, Alphonse. Alors, Monsieur Koundouno, je voudrais qu'on revienne sur la question du Premier ministre. Il avait organisé, en tout cas par ses soins, tout dernièrement, l'évaluation des ministres, l'évaluation à mi-parcours. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'actif de sa gestion depuis sa venue au Palais de la Colombe? Écoutez, mon cher, moi j'ai une compréhension, au fait, stricto sensu d'une transition. Hein. Moi, je ne me perds pas. Et la transition, moi, je la conçois. Et d'après les livres que j'ai lus et mon expérience un peu dans la sous-région et dans le monde, la transition, par définition, c'est la gestion des affaires courantes et le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, un gouvernement qui s'attelle comment développer la Guinée pendant une phase de transition, moi, je ne débat pas autour de ça. Parce que je me dis, c'est du ridicule. Et on peut me l'assimiler à la folie. Donc c'est de la diversion. Allez-y, oui. Allez-y. Voilà, alors Koundouno, l'autre question que moi j'ai pour vous, c'est justement au regard de ce que vous disiez là, selon vous, donc il faut exclure le RAVEC, il faut exclure le recensement général de la population et de l'habitation, il faut mettre tout ça de côté, cela nous permettra de pouvoir réduire les 600 millions de dollars recherchés par la Guinée afin qu'on puisse aller vers les élections. Mais de l'autre côté, comment vous expliquez le silence de la CEDEAO quant au respect de l'engagement signé avec la Guinée sur la mobilisation ou sur l'accompagnement technique et financier des élections? Comme tu poses le vrai débat, honnêtement, le RGPH et le RAVEC
on le sort des 10 activités. Ça ne veut pas dire qu'on les jette à la poubelle. On ne les jette pas. On les sort, on en fait une activité courante de l'État, où l'État cherche des voies et moyens et de l'argent pour sa mise en œuvre. Le CNRD va commencer, mais ce n'est pas eux qui vont certainement finir. Le gouvernement qui sera élu par le peuple va continuer le processus de numérisation de toutes nos données. En attendant maintenant, les 8 activités vont amoindrir le coût. Peut-être on se retrouvera à 150 millions, à 200 millions. Comme d'habitude, on peut aller rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. À ce qui concerne le silence de la CEDEAO, comme tu étais un analyste politique, je n'ai pas à t'apprendre. La CEDEAO a du pain sur la planche, il a du boulot là du côté de Niamey. La CEDEAO, elle pense que la gestion du dossier de Niamey va déterminer son attitude vis-à-vis des trois transitions en cours. Donc si elle est complaisante et qu'elle se fasse dribbler dans le cas Niamey, mais ça ouvre la porte à toutes les gens de se radicaliser et de foutre complètement la CEDEAO dehors. Donc elle est face à un enjeu important, à un enjeu décisif. Donc elle pense qu'il faut s'atteler à résoudre ce problème qui déterminera sans doute les paramètres de gestion des autres transitions en cours de la sous-région. Donc, à vous entendre parler tout à l'heure sur la question d'enfance, vous voulez dire que la gente guinéenne est au pouvoir, mais elle n'a aucune intention de quitter le pouvoir, d'autant plus que sur les 10 points de chronogramme, pour le moment, on ne voit aucun signe annonciateur pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme si on est dans un mandat légal avec une élection qui a élu un président de la République. Cher Mayou, j'ai commencé par ça. Nous avons une longueur d'avance. L'intention même d'organiser des élections, ça n'existe pas à leur niveau. L'intention d'y partir, ils n'y pensent même pas. Ils estiment qu'ils ont toute la légitimité et toute la légalité de gouverner la Guinée et d'en faire le rêve qu'ils ont promis aux Guinéens le 5 septembre. Malheureusement, ça contraste avec la réalité, l'enrichissement illicite, les détournements de deniers publics, la corruption, le clientélisme, le favoritisme, la solidification de l'administration publique et tant d'autres contraires qu'ils ont dénoncé, qu'on continue à dénoncer. Moi-même, quand j'écoute un peu vos émissions à longueur de journée ou d'autres émissions, je me dis attends, qu'est-ce qui a changé avec sans Alpha? Qu'est-ce qui a changé après Alpha? Je me pose la question honnêtement. Je dis qu'est-ce qui a changé honnêtement? Mais bon sang de Dieu, et peut-être le peuple un beau matin se réveillera. Allez, Babila. L'autre question, Koundouno, on a assisté à l'implication des autorités morales, notamment les chefs religieux, dans le cadre justement du dialogue. Et comme c'est le cas d'ailleurs dans les sociétés comme les nôtres, à des moments de tumulte, ces autorités morales, n'est-ce pas, s'invitent dans la danse pour aider à trouver des solutions, pour aider à préserver la paix et la quiétude sociale. Dites-nous concrètement de votre point de vue, qu'est-ce que ces leaders religieux ont apporté de par leur implication au dialogue national, à la préservation de la paix et de la quiétude sociale en Guinée? Et Babila, vous savez, au niveau du FNDC, nous avons foi à ces religieux. Et quand nous avons foi, nous pensons que c'est des personnes qui sont proches de Dieu, qui sont interfaces entre nous et Dieu, et qu'en aucun cas, ils ne peuvent se mettre en déroute des principes qui téléguident notre vivre ensemble. Je vous informe qu'à la sortie de prison de Founike Mangue et d'Ibrahim Diallo et Mamadou Bilouba, le lendemain, nos amis sont allés à la rencontre du grand imam de la mosquée centrale, mais aussi de l'archevêque Vincent Koulibaly à la grande mosquée. Et ils ont rencontré les religieux pour les signifier que la démarche qu'ils ont entreprise de continuer. Mais les amis ont profité de cet instant pour les indiquer la voie à suivre. Les amis les ont dit que la clé de voûte de cette crise, c'est Mamadi Doumbouya. Son premier ministre, il est volontariste, mais sa clé est détenue depuis le palais Mohamed V. Déplacez-vous, allez le voir, expliquez-le l'intérêt de la stabilité de ce pays, expliquez-le l'intérêt de vivre ensemble, expliquez-le que les Guinéens doivent communier pour que cette transition réussisse dans l'intérêt de tous les Guinéens et que cette transition ne peut être l'apanage d'un groupe de Guinéens. Les amis ont été porteurs de ce message. Le grand imam peut le confirmer, l'archevêque peut le confirmer, mon cher. C'est pour vous dire que nous estimons que tous les Guinéens, que ce soit vous les médias,
que ce soit les religieux ou d'autres entités politiques ou sociales ou culturelles, chacun a sa partition à jouer, chacun a son rôle à jouer pour que cette Guinée qui a traversé, au fait, qui a été imbroubée durant ces décennies-là, qu'on sorte complètement de cette emprise de cris stérile qui n'en finit pas. C'est ça un peu. Bien. C'est que Koundouno de FNDC, Félix Milimono. Alors, camarade Koundouno, j'aimerais qu'on revienne un peu par rapport à l'organisation des élections. On nous parle de 600 millions de dollars qui doivent être mobilisés pour organiser les élections. Enfin, de revenir à l'ordre constitutionnel. Mais sauf que le problème, c'est que sur la mobilisation de ces ressources, on compte sur l'aide extérieure, notamment la CEDEAO d'ailleurs, qui avait finalement fixé ces 2 années de transition, mais également des partenaires, comment dirais-je, à pouvoir mobiliser ces moyens financiers. La question donc que je veux poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui que ça peut causer problème dans la mesure où ces partenaires n'arrivent pas comment dirais-je, à mobiliser ces 600 millions, est-ce que on ne pourrait pas aller au-delà donc de ces 2 ans prévus pour la transition? On est un pays quand même souverain. Hein? Ok, merci Félix. Moi, je vais répondre à cette question tout en interpellant vous tous dans le studio parce qu'on a tous la tranche d'âge de la trentaine, que ce soit Kamsa, Alphonse, Félix, Bajou et autres. Il faut poser la question à 2 niveaux, mon cher Félix. Nous avons un gouvernement de transition et une autorité de transition appelée CNRD qui chante et qui se vante d'être souverain, d'être des panafricains du moins par excellence, et qui se vante que la Guinée doit avoir la capacité de faire face à tous ses besoins nécessaires et de ne pas tendre la main aux partenaires. Nous avons une seconde phase où le gouvernement dit, les militaires disent, nous voulons restituer le pouvoir aux civils, mais voici le montant qu'on a fixé de 600 millions. Sans aucun débat, sans aucune consultation. Sur la première hypothèse de souverainiste qu'on nous vend, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrête de mentir au peuple à travers le populisme. Si nous voulons une nouvelle Guinée, une nouvelle Afrique, ça dépendra de la capacité de nos gouvernants à faire montre de neutralité, d'intégrité, et de faire en sorte que la chose publique soit gérée dans l'intérêt du peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas être souverain si vous volez nos ressources. Vous ne pouvez pas être souverain si vos femmes, vos enfants sont dans les pays occidentaux. Vous ne pouvez pas nous vendre la souveraineté si vous-même, à longueur de journée, vous siquez dans les bagnoles de 500, de 600, de 700 millions, vous avez des maisons de 10 milliards, de 15 milliards. Ce débat se pose. L'autre débat concernant les 600 millions, moi je pense aujourd'hui, le plus important, comme Alphonse, Théophile et autres, c'est de poser le débat. Quelles peuvent être les conséquences si on va au-delà des 24 mois? Toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes possibles. Ça, il ne faut pas le dire même comme si on était à l'église ou à la mosquée. Le risque d'aller au-delà de 24 mois, le CNRD, le gouvernement, s'expose à des risques très très graves. Donc je ne vais même pas m'aventurer à les élucider ici. Bien. Allez, Emmanuel. Alors aujourd'hui, moi je voudrais qu'on parle de manière un peu plus concrète parce que jusque-là, vous n'êtes pas revenu, en tout cas dans le cadre du dialogue. Qu'est-ce qu'il faut concrètement que les autorités fassent pour faire en sorte que vous qui ne voyez pas du même bord ce cadre du dialogue-là, pour que vous puissiez revenir avec vos propositions qui sont propres à vos convictions? Et écoutez mon cher, on est demandeur de dialogue. On est preneur de dialogue à condition que le CNRD accepte que les échanges soient présidés par la communauté internationale. Et ça peut être la CEDEAO, ça peut être les Nations Unies. Si le gouvernement veut, ils peuvent désigner des facilitateurs ou des facilitatrices au niveau national. Mais mon cher Kams, Théophile, Alphonse et Majou et autres, et nous avons des gens aussi à Conakry qui font l'objet d'une certaine intégrité. Nous avons ici l'ancien ministre, je pense, l'ancien directeur de la CBG, Kemoko Touré. Nous avons Gassama Gabi. Nous avons des Guinéens.
Mais comme la gente est convaincue qu'il ne peut pas manipuler ces Guinéens-là, ils disent on va vous présenter des gens qui viennent émarger le soir ici, on les dira, on va les faire dire et les faire faire ce que nous voulons. Ça ne marche pas. Nous ne sommes pas des enfants de Christ ou de la mosquée qui peut-être vont écouter les sermons de l'imam ou du prêtre pour se faire leurrer. Ça ne marche pas avec nous. Allez, avant de revenir à Babila. Bien, allez. Oui, allez-y. Vous vous êtes interrogé tout de suite là, M. Koundouno, à savoir, au temps d'Alpha Condé, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Je voudrais savoir, est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu un peu le coup d'État? De soutenir le... Ah, ok, d'accord. Écoutez, je vois. Écoutez, il n'y a aucun regret. On était demandeurs même du coup d'État. Quel regret par rapport à ça? On a demandé que Alpha a perpétré un coup d'État constitutionnel. Que son processus de coup d'État soit interrompu par l'armée. On est demandeurs. Mais nous sommes déçus que ceux qui ont porté cette aspiration trahissent même les préoccupations essentielles de vous, les journalistes, de nous, les réseaux sociaux, de la population en général. C'est tout. On n'a aucun regret. Aucun. Bien, allez, oui, Babila. L'autre question, Koundouno, depuis l'adoption de ce chronogramme dynamique pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous sommes à près d'un an. Jusqu'ici, les 10 activités qui sont inscrites au rôle ne sont pas véritablement déroulées. On n'a aucune lisibilité quant à l'avancée. Pendant ce temps, la CEDEAO semble se détourner de la Guinée pour faire face à la situation au Niger. Comment comprenez-vous ce silence alors qu'il n'y a aucune évolution pouvant, n'est-ce pas, rassurer les Guinéens que la Guinée va effectivement sortir de cette transition en décembre 2024? Comment comprenez-vous le silence de la CEDEAO? Et je vais vous rassurer d'une chose. En Guinée, il y aura une seconde phase de transition. Cela est indéniable pour tous ceux qui sont éclairés. Cette seconde phase de transition, si le colonel Doumbouya le veut, il se fera avec lui en essayant de redéfinir les nouvelles orientations de la transition. S'il ne le veut pas, ça se fera sans lui. En ce qui concerne l'attitude de la CEDEAO, j'ai tantôt répondu à la question de Camps. J'ai dit qu'elle est plus occupée sur la question du Niger, qui va déterminer son attitude face aux autres transitions en cours. Mais ce qui est essentiel, que vous devez comprendre, ce chronogramme était juste un chronogramme de façade. Elle ne sera pas respectée. La zone n'est même pas dans l'intention de le respecter. C'est pourquoi je parle ici d'une seconde phase de transition. Doumbouya, il s'arrête, il se dit oui, on en a assez fait. Appelons-les, discutons avec eux, déterminons les nouvelles bases pour que ce pays-là retrouve un peu la normalité constitutionnelle. Non, je n'en veux pas. Je vais dans le durcissement, je vais dans l'oppression, et ça, et pour ceux qui ont de l'expérience en Guinée, dans la sous-région et dans le monde, tout régime qui s'accroute sur lui-même finira par partir. Et comment il partira? Et je ne saurais vous le dire à votre antenne, mon cher ami, pour ne pas que je vous crée des ennuis inutiles. Ne vous inquiétez pas, quand même, on est dans un pays de droit. Allez-y. Alors, M. Koundouno, l'autre question, c'est par rapport aux manifestations politiques. Hier, avant-hier plutôt, dans la soirée, quand on a écouté la sortie du Premier ministre, il laissait carrément entendre qu'au regard de notre précédent à ne pas savoir mieux gérer ou encadrer les manifestations politiques, plus aucune manifestation ne sera autorisée parce que tout simplement, est-ce qu'on peut voir cette sortie du Premier ministre comme étant un aveu d'échec quant à la capacité du gouvernement à encadrer les manifestations politiques en Guinée? Et comme ça, et écoute, moi honnêtement, je te suis à distance, je te connais très lucide, il y a ces trucs, il faut qu'on respecte un peu nos intelligences respectives. Et écoute, comme ça, et vous êtes tous témoins, Alphonse, Théophile et autres. Chaque fois, quand les manifestations ont été accompagnées et encadrées par l'État en Guinée, elles se sont soldées par 0 blessé, 0 victime. Personne ne peut nier cette évidence. Je vous informe qu'en Guinée, on a 8765 policiers. Je vous informe qu'en Guinée, on a 7500 et quelques gendarmes. Le tout fait un chiffre global de 15 000 et quelques. Mon cher Kams, si on est de bonne foi,
si on veut la stabilité, on veut que les voix dissonantes s'expriment, on veut que l'opposition s'exprime. Comme si on déploie 4000 policiers et gendarmes, on déploie une centaine de pick-up, pouvons-nous pas encadrer une manifestation? Soyons au moins sérieux. Nous sommes à une vingtaine de morts, où nous en sommes avec les enquêtes. La plupart ont été tués par balle. Madou peut témoigner, Théophile peut témoigner, où nous en sommes. Respectons-nous. Et puis, comme une chose m'inquiète, moi, quand je m'assois, je réfléchis, je dis, est-ce que ceux qui gouvernent ce pays ont regardé en arrière il y a 2 ans? Où sont les responsables aujourd'hui qui géraient le pays avant le 5 septembre 2021? Où ils sont aujourd'hui? Ceux qui nous gouvernent là, où ils seront demain? Où ils seront demain, comme ça? Les gens ne se posent pas les vraies questions. Ils pensent que le pouvoir est éternel. Ils pensent qu'ils ont reçu mandat de Dieu. Quand ils tiennent des propos, tu te sens même injurieux dans les propos. Bon sang de Dieu. Mais comme je le disais tantôt, pour ceux qui sont réfléchis, qui sont conscients, qui estiment que cette Guinée n'est pas l'apanage d'un groupe de Guinée, ils continueront à se battre, ils continueront à garder leurs convictions, ils continueront à garder les pieds dans les bottes, et à se battre pour que cette Guinée-là change dans l'intérêt de tous ses enfants. Bien, en 5 secondes, la question. Koundouno, récemment, tu faisais des posts pour exhiber des réalisations que tu attribues à certains acteurs de la transition. Est-ce que nous pouvons en savoir plus? Écoutez, Babila, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis, moi, il faut y faire beaucoup attention avec moi. Quand je parle, et je détiens mes éléments de preuve. Bien. Et qui parle d'appartenance de la maison à X, parle de donation, parle de titre foncier et tous les documents connexes qui l'accompagnent. J'ai parlé d'une école en construction du côté de Kouria, dans la zone dans la zone de Koba, qui appartient au ministre secrétaire général à la présidence. Mon frère, c'était un bâtiment Maous en construction, CAS 24. J'ai parlé des immeubles du président de la transition du côté de Katimbo, dont il a même fait l'extension du domaine, mon cher ami, au sud de tout le monde. Bien. Au temps de Dieu. Ah, on aurait aimé continuer à vous écouter. Oui, hier, je recevais encore d'autres données avec d'autres éléments de preuve dont je vais publier dans les prochaines heures. Bien. C'est que Koundouno, merci d'être intervenu, nous sommes pris par le temps. On aurait aimé continuer à vous écouter, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps.